Nico, un point c'est tout. Que faire du cas d'Annie Caligula? Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous propose davantage un exercice de réflexion qu'autre chose. Ceci sur un cas qu'il est difficile de savoir comment traiter exactement, bien que la fréquence à laquelle nous sommes confrontés à ce type de cas s'accélère et implique justement qu'on se penche sur la question. Être des progressistes ne fait pas de nous des gens irréprochables pour autant. Plus spécifiquement, dans un milieu qui prête à tout sauf à la vertu, dirons-nous. Revenons-en à notre cas. Un cas pour lequel je crois donc indispensable de mettre des choses d'ordre diverses sur la table, dont affect, conviction, idéologie et autres pour une forme de mise en commun. Nous ne sommes ni des institutions religieuses, ni un tribunal, ni quoi que ce soit de cet acabit. Et il est bon de conserver ceci en tête tout du long de notre cheminement intellectuel. Chose précieuse, ça va nous permettre aussi de jongler avec nos feelings. Nous ne sommes pas des machines, mais des individus avec des sentiments et aspirations. D'ailleurs, certains d'entre nous sommes mus par ces derniers, moi le premier. Je vous invite à en discuter tranquillement et à réfléchir collectivement. Non pour le régler, puisque ce n'est pas chose aisée. Et ce, même si on désirait le faire dans l'absolu, inutile de le mentionner. Mais pour tenter de comprendre quelle serait la meilleure attitude à adopter, tout point de vue considéré, à défaut de trouver une posture parfaite. Naturellement, dans une optique de gauche, bien sûr, puisque, disons-le en aparté, à droite, on ne s'embarrasse généralement pas de fioritures et on fait d'accoutumée preuve de mauvaise foi et de géométrie variable plus que de raison. Donner dans le tout répressif en apparence et faire tout l'inverse en pratique tient plus de l'hypocrisie que d'autre chose en réalité. On l'a constaté à chaque fois ou presque. Ce qui est réellement insupportable par ailleurs, d'autant qu'on se cantonne à de la moraline à peu de frais si on va aller par là. Fin d'aparté. Pour l'occasion, je parle de ce qui se passe autour de Danny Caligula et d'une vraisemblable relation toxique qu'il aurait eue, ainsi que du témoignage qui fait surface d'une ex, si j'ai bien compris ce dont il retourne. Si je mets les choses au conditionnel, qu'on se le tienne pour dit, ce n'est pas que je mette en doute la parole de la victime, mais que j'avoue volontiers que les contours de cette histoire, pour moi, restent flous. Et que, si je m'en empare, c'est principalement pour réfléchir sur la ligne à suivre, quand de tels cas de figure se profilent à l'horizon. Danny n'est pas mon sujet, si vous voulez, j'y reviendrai. J'en profite pour préciser que je ne me considère pas comme un spécialiste de la question et que ma connaissance du dossier à ce stade reste limitée. Pour être 100% transparent, je remercie Emodem de m'avoir fait prendre conscience de ce qui avait lieu et de m'avoir inspiré cette création de podcast. Plus spécialement, alors que je ne suis pas un utilisateur de X, que je n'ai jamais utilisé cet outil, et que ce n'est donc pas maintenant que son repreneur est en roue libre que je vais commencer. Voilà, c'est pour vous placer le contexte et pour vous remémorer la dimension plus théorique ou réflexive de la mise en avant du cas de Danny et comment j'en suis arrivé à me saisir du sujet. Voilà pour le contexte. Tête froide, idée au clair, tentons si vous le voulez bien de passer au script différents paramètres afin de balayer les multiples aspects de la question. Il ne s'agit pas de balancer Danny et a fortiori toute la Zawa sous le bus, ni d'invisibiliser la victime d'une forme de maltraitance apparente. Maltraitance que Danny reconnaît plutôt de ce que je perçois. Davantage de tout prendre en compte de cette équation pour agir de manière conséquente et en adéquation avec nos idées supposées. Autant que faire se peut, tout du moins. La partie émotionnelle étant évidemment toujours de mise et brouillant les cartes. De façon pragmatique aussi. Et ce, sans calquer des grilles de lecture de manière déshumanisée. Grilles qui tiendraient de fait plus de l'incantation que d'autre chose. Je pense qu'il est complexe de ne pas laisser nos émotions nous envahir parfois. Dans le même temps, que la réflexion n'est pas un luxe quand on sait un sujet à la fois si central et présent dans la société et combien celui-ci a trop longtemps été mis sous le tapis, voire placé en forme de sujet secondaire ou annexe, dans le meilleur des cas, sans oublier instrumentalisé à certaines reprises. En outre, j'avoue volontiers mon embarras. Il n'est pas simple de savoir par où commencer à aborder ce sujet. J'ai quelque peu hésité, vous allez comprendre pourquoi, j'imagine. Au final, j'ai tout de même opté pour mettre en avant la victime et préféré commencer à avancer mes réflexions par ce prisme. Dans le coin de la victime. Je pense que la situation actuelle impose que les premiers mots du développement de cette chronique soient pour la victime. Comme je le mentionnais au moment où je produis ce podcast, on n'en sait que très peu sur ce dont il retourne exactement. Ce en quoi consiste cette affaire. Pour le moment, le vocabulaire qui revient le plus souvent est celui de Danny qui serait dans la sauce, pour reprendre un lexique qui est celui de beaucoup de personnes du chat ou du public de Danny Eraz, voire d'autres des plus connus des streamers de gauche. En revanche, ce que l'on sait de sources sûres, c'est la manière dont les victimes ont toujours été et demeurent invisibilisées, et comment elles ne se voient pas accorder la place ou l'attention qu'elles méritent, enfin dans la majorité des cas.
Dans de nombreux cas, elles sont en outre victimes une seconde fois, puisque prises à partie par certains, qui soit nient ce qui est arrivé, soit nient que les personnes qu'ils aiment ou adulent ont pu se livrer à des comportements sur lesquels il y a à redire, et tournent leur colère vers la victime, parfois maladroitement, parfois sciemment et agressivement. Dans ce type de cas, certains soutiens ont tendance à rejeter le stigmate sur la victime, réelle ou supposée. D'où la nécessité de la prioriser à cet instant, comme celle que la parole se libère et qu'une forme d'impunité cesse, ou que la honte change de camp pour reprendre un célèbre slogan, soit que les auteurs de harcèlement, agresseurs de tout type ou hommes aux comportements problématiques envers les femmes ne se voient pas épargnés, que leur responsabilité soit pointée, que justice soit faite quand il y a besoin que celle-ci passe, dans le cas où une telle configuration ne s'applique pas, que les hommes entament un process mental. On a tous fait, entre autres choses, le constat qu'elles n'ont pas la part belle dans un environnement hautement capitaliste, néolibéral et où le patriarcat est la norme, qu'on prétend faire de la cause des femmes la grande cause du quinquennat et que cela se traduit, sur le terrain, par des moyens réduits attribués aux associations en charge de lutter contre les VSS et autres, ou encore de forcer les assos à prendre le relais de l'État dans ce qui devrait être une de ses missions, le tout avec des moyens largement insuffisants. En somme, que tout cela ne consiste qu'en des mots balancés en l'air, sans autre effet escompté que de convaincre ceux qui veulent bien y croire. Soulignons-le, le contexte présent leur est peu favorable, pour le dire de manière plus qu'atténuée, avec des gouvernements toujours plus réactionnaires, voire fascistoïdes, qui s'installent dans nombre de régions du globe, où les extrêmes droites défilent des plus tranquillement et qu'on assiste à un festival du bras tendu, si vous voyez ce que je veux dire. Souvent, contexte plus que ardu, donc, où des conservateurs de tout poil sont à la baguette et ont intérêt à ce que rien ne change, condition de la femme en tête. La domination masculine, quand bien même elle soit malsaine, les incommodant fort peu. Il s'agirait tout de même de ne pas remettre en cause la perpétuation des privilèges dont certains bénéficient. Notre pays n'échappe bien évidemment et malheureusement pas à cette trend globale. D'ailleurs, Macron aura mis son discours en conformité avec ses actes, en nous parlant de réarmement démographique et en emboîtant le pas de l'extrême droite française du même jet, histoire d'enfoncer le clou après avoir sucré des subventions des associations dédiées. J'évoquais le terrain et par la même occasion le sort réservé aux femmes et en particulier aux femmes victimes. Alors ne nous adonnons pas à la technique de l'autruche, regardons les choses bien en face. À l'heure actuelle, si la condition des femmes au travers les âges a progressé entre des périodes de ressac, le bilan reste terrible. 94% des agressions restent sans effet selon certaines statistiques. Cela résume tout. Dans nombre de commissariats de police ou de gendarmerie, les plaintes ne sont pas toujours suffisamment prises au sérieux. Et parfois, certains agents infligent même des comportements déplacés aux intéressés de ce que des victimes ont pu rapporter dans des médias. Enfin, précisons, médias où on voulait bien leur donner la parole, nuance. Revenons-en aux comportements déplacés. Comportements déplacés consistant à les interroger sur ce qu'elles portaient au moment où les faits se sont produits. Un peu comme pour déterminer si elles ne l'auraient pas un peu cherché, en quelque sorte. Ceci poussant certaines à renoncer de porter leur cas devant la justice, ou à ne serait-ce qu'entamer une procédure, en dépit d'être de leur bon droit de réclamer justice, justement. Elles sont souvent enclines à laisser tomber, malgré leur volonté de voir leurs agresseurs punis pour les actes qu'ils ont commis. Sachant tout cela, comment ne pas commencer par un premier chapitre évoquant la victime, ou encore la nécessité de prendre son témoignage au sérieux, et par l'empathie requise qu'on doit lui offrir, quelle que soit la nature des faits qu'elle dénonce, et le degré de toxicité indéterminé pour l'instant, mais que Dany assume quelque peu. À gauche, ce qui nous différencie de la droite, c'est justement cette considération pour les victimes, alors que nos adversaires, eux, instrumentalisent des faits divers pour donner dans le tout sécuritaire aux répressifs. Ils s'approprient le plus clair du temps les victimes, sans pour autant leur accorder une réelle sympathie, ou même empathie, se soucier véritablement de leur sort. Plus on va vers l'extrême droite, et plus cette logique est à l'œuvre. Les exemples sont légion. Je ne m'attarde pas sur cela, je pense que nombreux exemples vous viennent spontanément à l'esprit. Ceci dit, l'inverse est tout aussi probable. La gauche peut aussi parfois manquer d'empathie ou manquer le coche de passer de la théorie à la pratique. Ce sera l'objet d'un segment consacré plus tard dans ce podcast. Passons à la suite. Dany, une icône à gauche, mais un gars comme un autre. Je crois que, quoi qu'on pense de cette histoire, justement, qu'il s'agit de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, selon la formule consacrée. Quoi qu'il advienne de cette histoire, l'attitude la plus adaptée est de ne pas renier l'héritage de Dany à gauche. Qu'on ressente une forme de déception peut être légitime, mais il faut conserver toute proportion gardée, garder la tête froide.
Évidemment, Dany et Raz ne laissent pas indifférents et nombre d'entre nous sommes soit des fans ou reconnaissants du travail qu'ils ont pu effectuer depuis des années maintenant. A fortiori, si on considère leur galaxie et le fait qu'ils auront été la porte d'entrée vers d'autres personnages tout aussi attachants et dont les qualités ont fait avancer nos connaissances sur nombre de sujets, comme l'antiracisme ou la lutte contre les phobies liées au genre. Le fait est que nous avons même pu développer une vraie camaraderie avec ces deux streamers. Ils ont souvent créé des liens avec nous. On a souvent entretenu des liens avec eux en entrant dans leur sphère et en partageant des idées, au travers de leurs lives, de leur prise de position, à coup de fou rire qu'ils ont partagé avec nous ou par le biais d'indignations communes. J'en passe et des meilleurs concernant les liens qui se tissent au travers des interactions humaines. Que les interactions humaines que je viens de mettre en relief soient sous la forme numérique ou pas, ne changeant pas grand-chose à la donne. Nous sommes dans l'ère de la communication, en particulier numérique. Nos adversaires doivent sûrement les détester et se saisiront sûrement de l'occasion pour multiplier les attaques. Ils le font tout le temps quand l'opportunité frappe à leur porte. Et alors ? Cela ne doit pas nous faire perdre nos idéaux et faire perdre le fil de nos convictions humanistes. D'autant que, comme le dit l'expression, pour monter au cocotier, il faut avoir les fesses propres. On sait tous les gamelles qui sont trimballées à droite. Qu'eux sont tous sauf des exemples, plus spécifiquement encore dans ce domaine. Et là, je ne rentre même pas dans des considérations autres que celles de leur vision de la femme, que certains ont même écrit des torchons pleins d'idées masculinistes nauséabondes, nostalgiques d'un passé fort peu reluisant, souvent largement fantasmé, suivez mon regard. À gauche, ce n'est pas forcément mieux, il convient de l'identifier. Certains vont se saisir du truc pour donner d'un moral, en gros, pour leur faire payer le fait qu'ils s'affirment fièrement dans un style qui est le leur, et peut ne pas convenir à tout le monde. Des moralisateurs viendront jeter leur pavé dans la mare, c'est une certitude. Et qu'est-ce que cela change ? On a tout un historique bien documenté des faits et gestes de beaucoup de ces 10 adversaires. Nous ne sommes pas parfaits, personne ne l'est. Raison de plus pour ne pas se cacher quand nos adversaires politiques la ramènent avec leurs bottes toutes crottées. Pour reprendre les mots d'Ashton dans sa chronique chez Blast, ce n'est pas une raison pour les laisser s'installer et mettre les bottes pleines de merde sur la table. Certes, ils vont sûrement nous qualifier d'hypocrites. Peu importe leur tendance, grand bien leur en face. Cela ne doit pas nous pousser à l'excès et adopter des postures christiques et autres agissements de perdre la morale ou alors de donner dans l'abandon sacrificiel. Tout cela est vain et inconséquent. D'autant que, dans les attitudes qui posent question, pour beaucoup, il y a du systémique, des reproductions et constructions sociales, etc. Paramètres qui expliquent, sans excuser pour autant. Qu'on le regrette ou non, ce sont des choses dont nous sommes empreints malgré nous. Et oui, on est, je le rappelle une fois encore, dans un cadre dominé par les hommes, patriarcal à souhait, et s'en extraire à 100% est une tâche gigantesque. Tous, à notre échelle, nous ne sommes que sur un chemin vers un idéal, si vous voulez mon avis. En route, certains feront sûrement des embardées, certains de très grandes même. Mais il faut tenir bon le cap, c'est ce qui importe le plus. Faire de notre mieux n'est déjà pas si mal, à gauche plus spécifiquement. Nous croyons à la rédemption, à l'individu qui devient meilleur et refusons le tout répressif ou la privation de liberté devenant la norme. Ceux qui se disent de ce courant et ne sont pas en phase avec cela devraient y réfléchir quelque peu, je trouve. Je peux comprendre une dose de déception pour certains, un peu sur le modèle des role models. Toutefois, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais adhéré à ce type de vénération, si je peux m'exprimer ainsi. L'aspect dérangeant que cela revêt, c'est l'assignation des personnages qui en sont l'objet à des êtres de vertu supérieure d'une certaine façon. À gauche, on doit à tout prix s'en préserver, à mon sens. Cela me semble en complet décalage avec la réalité. Comme chacun sait, nous avons tous notre part de contradiction, des choses desquelles notre imperfection de simples êtres humains transpire. Il ne me semble pas avoir dévié d'opinion sur le sujet, au fur et à mesure que quelques-uns étaient incriminés pour ce genre de raisons en particulier. En aparté, je vous donne un exemple. En tant que militant toujours plus anticapitaliste, à mesure que je vieillis, il n'est pas forcément cohérent à 100% de regarder des matchs où des millionnaires tapent dans un ballon. Pourtant, je le fais, et j'avoue même y prendre du plaisir, bien qu'ignorant pas la contradiction dont je fais preuve à ces instants. Aussi, certains auront poussé des cris d'orfraie, de manière très hypocrite, mais passons, en voyant Olivier Besancenot porter des Nike aux pieds. Bref, vous voyez l'idée. Pour ce qui est des droitards, je vous renvoie à mon podcast consacré aux tartuffes de droite, où tout y figure pour contrer leur discours. Fin d'aparté. Reprenons le fil conducteur et revenons aux attentes qui sont les nôtres auprès de nos divers types de représentants, qu'ils soient influenceurs, streamers, politiques. À commencer par ce qui est de mes attentes envers nos représentants, députés ou autres. Pour moi, il est tout particulièrement dangereux d'essayer d'en faire autre chose que des gens et militants comme nous tous.
dont la mission est autre que de marcher devant, de se faire nos porte-paroles, point final, de les déifier en quelque sorte, les pensant à l'abri des affres de la société, un peu comme suspendus dans les airs ou en position de surplomb. C'est une optique de droite que de prétendre attendre un comportement exemplaire de la part des élus. Ce truc finit irrémédiablement en tartufferie géante, dès lors qu'on passe du concept à la réalité des faits. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, aucun de leurs rangs n'arrête de soutenir ces figures de proue sous prétexte d'une non-conformité entre les paroles et les actes, ou bien parce qu'ils auraient contracté des meubles alpha au derrière. La preuve la plus éclatante de ce que j'avance se trouve bien illustrée dans le score de Fillon en 2017, CQFD. Un petit flashback peut s'avérer salvateur aussi. Combien d'entre eux auront eu des affaires liées au VSS? Combien auront reconnu? Combien auront démissionné? Etc., etc., etc. Qu'on ait une haute idée de la morale n'est pas en soi une mauvaise chose, si vous voulez mon avis. Le truc peut cependant devenir contre-productif quand on bascule dans l'irréalisme et qu'on se berce sciemment dans ses illusions. Certes, Jean-Luc a parlé de personne sacrée en la personne du député, mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre et comprendre qu'il soulignait la dimension historique de représentativité et non une pseudo-supériorité morale ou quelque chose de cet ordre. Pas de tribunal populaire. Si besoin est, laissons la justice faire son travail. Elle seule aura toutes les cartes en main pour juger du cas qui nous anime pour l'occasion. Elle connaîtra non seulement les tenants et les aboutissants, mais elle sera aussi plus à même de proposer, le cas échéant, une sanction conforme à la hauteur du préjudice subi par son ex-campagne. Enfin, normalement. Tout le reste, c'est du domaine de la vie privée et des relations interpersonnelles. En outre, à en croire Dany, il y a au moins une forme de réciprocité. Il évoque des comportements toxiques de la part de son ex-compagne également. Nous ne sommes par conséquent d'autant moins là pour jouer les arbitres, établir qui a tort ou a raison et dans quelle proportion, juger des élégances ou inélégances dont l'un et l'autre auront été les dépositaires sur leur partenaire. Je sais, cette optique est une optique plutôt optimiste, car certaines sanctions sont parfois en deçà. Mais comment faire autrement que de nous en remettre aux experts du droit pour traiter de tels cas? Il est peu souhaitable que tout le monde y mette son grain de sel et donne dans le tribunal populaire, qu'on enclenche la vindicte qui va avec. Personne n'en sortira grandi, ni la victime, ni l'auteur, ni la gauche collectivement. Il ne me semble pas forcément très bienvenu ou très sain de vouloir s'immiscer dans de telles décisions de justice. Encore une fois, si on en arrive jusque-là, rien de moins sûr. Si sentence il y a, il s'agira que Dany prenne ses responsabilités et accepte le verdict, qu'il fasse montre d'une prise de conscience des faits qui lui sont reprochés, ce qui semble d'ores et déjà se produire, qu'il se conforme à la décision de sorte qu'on identifie sa bonne foi et qu'on puisse passer à la phase de réhabilitation, cette phase même qu'il aura refusée à d'autres par ailleurs. Je reviendrai sur ce point plus tard. Bref, qu'il puisse rejoindre nos rangs en ayant payé son dû, avec une sorte de clean sheet retrouvé s'il y a besoin de cela, mais avec la sensation d'une avancée personnelle qui plus est. En outre, un de nos abonnés, présent dans la section commentaires des modems, suggérait que Dany puisse faire un stage auprès d'associations féministes, ce qui me semble une brillante idée. Bien plus que de tout plaquer. Cette idée serait à même de donner à voir à tous sa prise de conscience et sa volonté de laisser derrière lui cette histoire, de revenir avec une légitimité retrouvée. Je prône particulièrement ce type de recette. Je trouve intéressant ce genre de formule dès lors que les faits dont il est question, de ce que Emodem laissait entendre, ne sont tout de même pas susceptibles de l'envoyer au bagne, si vous voyez ce que je veux dire. Dans une telle configuration, nul besoin non plus de canceller un des gars parmi les plus compétents pour gérer un média, un des rares médias proposant une alternative à ceux des oligarques et autres médias d'État, et de donner voix au chapitre aux idées de gauche auprès de large public, jeunes en priorité, ainsi que de démonter les propagandes de nos adversaires politiques, ce qui n'est pas rien, définitivement pas superflu dans la période actuelle. Pour clore ce segment, voici ce que j'aimerais ajouter. Si du côté de la victime, il n'y a rien qui est enclenché, ou encore si la justice est saisie et qu'elle ne donne pas de suite, alors on sera dans la sphère privée, et cela ne regardera personne, sympathisants comme détracteurs. Uniquement les deux concernés, n'en déplaise à nos adversaires. Les leçons sur l'affaire Quintenance. Pour ce qui me concerne, je pense que Dany pourrait, entre guillemets, quelque peu payer les prises de position qui ont été les siennes par le passé concernant d'autres cas de figure, qu'il les reprend un peu en boomerang pour l'heure. Je pense que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Je songe évidemment à ce que beaucoup ont désigné l'affaire Quatennens. Dany, comme Raz, ayant été intransigeant envers le concerné,
Certains diraient sans doute qu'il se fait cancel, pour reprendre le lexique des plus jeunes de nos camarades. Je pense que cette phase pourrait amener une forme d'introspection concernant la gestion du moment en question. Ce qui s'est passé autour de notre ancien député doit générer de la réflexion, selon moi, en particulier chez les jeunes. On a tous conscience que, heureusement, les choses ont évolué en dépit de l'énorme chemin qui reste à parcourir. Qu'on n'accepte plus certaines configurations ou autres, et c'est globalement plutôt une bonne chose. Mais que l'idéalisme est sans doute bien à certains égards, mais qu'il a ses limites aussi. Qu'il s'agit de rester réaliste quant au travail énorme qui reste à effectuer et du temps que cela prend, afin de ne pas donner dans le jusque-boutisme. Qu'aucun raccourci n'est réalisable. Cela, pour moi, fait un peu écho à ces tentatives de chimiquement pur, si on peut appeler ça de la sorte, et qu'on trouve dans la gauche parfois. Tentatives auxquelles on se confronte régulièrement. Ce genre de phénomène doit être interrogé dès lors qu'on constate tous les effets de division qu'il engendre. C'est comme cela qu'on arrive, pour ne citer que cela, à avoir quasi plus de courants que de militants chez les trotskistes. Que les uns et les autres se saisissent toujours d'une raison légitime, selon eux, pour se compartimenter les uns et les autres, de donner dans des scissions et des oppositions. Il ne faut pas se mentir, sur de telles questions, il y a clairement un biais générationnel. Sans oublier qu'on en arrive parfois à des dingueries en bonne et due forme, des choses qui donnent aux engagements des allures hypocrites, somme toute gênantes. Je me souviens par exemple du harcèlement que ma camarade Sublime avait subi de la part de personnes sur divers fils, à partir du moment où, en tant que personne qui avait subi des violences de la part de son ex-conjoint, elle avait remis en perspective les réactions de beaucoup sur la dite affaire Catanins. Intervention inacceptable aux yeux de nombre de ses interlocuteurs qui avaient cru bon de, grosso modo, mettre en œuvre de facto contre ma collègue ce qu'il reprochait à Adrien. Voire elle s'était livrée à pire pour l'occasion, tant le shitstorm avait été conséquent, véritablement massive. Chose scandaleuse d'un tas de points de vue, si vous voulez mon avis. Quel bilan? Ce que ça m'inspire comme réflexion est la chose suivante. Personne n'a dit qu'il fallait baisser la garde ou abandonner quelque lutte que ce soit. Infléchir, s'arranger avec les faits ou autre. Non, c'est tout l'inverse en réalité. Mais il s'agit de ne pas lutter n'importe comment non plus. Faute de quoi, ça peut, à mon avis, tourner vinaigre. En outre, je crois bon de remémorer que je suis un des plus farouches opposants à la ligne Ruffin qui consiste à mettre les choses sous le tapis, de ne pas mettre en avant certains sujets, de sorte à rassembler à moindre frais pour le dire rapidement et pour résumer à gros traits. De ne pas mettre trop mal certains aux sensibilités tout de même très exacerbées qui pourraient, de fait, ne pas se sentir trop à l'aise avec leur conscience si on leur montrait la réalité d'autres, une réalité crue et drue. Ce que Bruel soulignait alors très bien en ces termes dans une de ses chansons. « Je ne vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux, alors regarde, regarde un peu. » Cette même ligne qui équivaut également à ne surtout pas faire de bruit ou écorner son image de quelque manière que ce soit. Cette take petite bourgeoise qui consiste à regarder ses chaussures et à presque s'excuser d'être là. De ranger les décibels et les indignations en vestiaire ou de taire de ne pas être d'accord avec ce qui se passe et donc renoncer à le clamer haut et fort. Maintenant, il faudra qu'on m'explique ce qu'on aurait à gagner à vouloir corneriser et voir canceller Dany Heraz. Car c'est de cela dont il est question. Enfin, eux, mais pas que, puisque, par extension, le bouillon, leurs collègues de la Zawa trempent dedans malgré eux. En particulier quand on se dit de gauche, surtout pour des préceptes aussi étranges qu'une non-conformité absolue d'une personne avec ses idées ou d'un comportement non adéquat avec son idéologie. A fortiori, si le comportement est isolé et qu'il ne consiste pas en un trait de personnalité ou de caractère. Ou sinon d'un parcours qui soit autre chose qu'un sans faute, alors que la perfection n'existe pas. Je vous renvoie aux exemples plus hauts, qui sont certes d'un autre registre, mais s'avèrent tout à fait parlants sur les incohérences inhérentes à l'être humain, quand bien même il puisse être de bonne foi et chercher à se rapprocher le plus possible de ses convictions. Permettez-moi cette interrogation. On a peur de quoi au juste? De paraître comme hypocrite? Oh ouais, réveillons-nous, on est déjà dépeints comme tels sans l'être. Et de qui viennent les attaques? De gens qui, justement, nous font la démonstration de la leur. Alors on va reculer face à ces tigres de papier? Aucune raison de se mettre en conformité avec leurs attentes, sachant cela. Aucune raison de se passer des gens qui nous aident à combattre l'extrême droite, notamment sur un des terrains de jeu qu'il a investi depuis longtemps. Pour nous, à gauche, ce qui prime, c'est l'humanisme, la rédemption, l'idée que chacun peut expier ses fautes et devenir meilleur. Déconner, mais se remettre sur les bons rails. Ça serait pas complètement idiot de garder cela à l'esprit, à mon sens. Se rend-on compte de ce qu'a donné le cas Catanins?
On s'est privé nous-mêmes d'un gars qui les mettait tous en PLS, imprenable sur le fond et dont le style les déroutait aussi. Se rend-on compte du fait que le traitement de ce cas a donné lieu à des sanctions politiques qui allaient bien au-delà de la sentence qui lui a été affligée par la justice, qu'il a depuis son jugement disparu des radars? Alors j'en conviens, son remplaçant est de qualité, mais si ce dernier avait été mis en mesure de se représenter ailleurs, peut-être qu'on compterait un député de plus. Cela me coûte de dire les choses en ces termes, mais de temps à autre, il faudrait s'inspirer de ce qui se passe du côté de nos adversaires. Eux font bloc dans tous les cas. Eux ont compris leurs intérêts, notamment de ne pas se diviser. Ils n'hésitent pas une seconde à faire preuve d'une mauvaise foi sans nom si le besoin s'en fait sentir, et sans rougir par-dessus le marché. Attention, je n'appelle bien évidemment pas à un tel niveau de cynisme, mais à réagir toute proportion gardée, sans rayer les gens du paysage d'un trait de plume, sans autre forme de procès. J'irai même plus loin. Eux ne sacrifient pas un de leurs petits soldats sur le champ de bataille, autrement que d'y être contraints pour des raisons qui le justifient. On est dans ce cas de figure, dans le cas présent, dans le cas d'Adrien? Bien évidemment que non. Pour conclure cette chronique et s'assurer de ne pas faire trop long, alors que Danny, pour la énième fois, formule l'hypothèse de ne plus streamer de sa vie, pour ma part, je vais répondre à la question que les deux streamers se sont posées et ont posée durant leur live. Arrêtez de nous faire chier et reprenez vos postes au combat, bordel. Si rédemption de Danny il doit y avoir, en particulier si toute cette histoire venait à ne pas être menée devant la justice, alors Danny doit se servir de sa tribune pour servir les causes féministes, antiracistes, humanistes, en découdre avec les transphobes, etc., 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 et rectifier le tir dans sa vie perso, si cela s'impose. Quand bien même il aurait fait de la merde, un retrait de sa part ne fera que laisser davantage le champ libre à l'extrême droite, et elle sera toujours infiniment plus toxique que le pire du pire des trucs que Danny aura pu faire. Je partage pleinement le commentaire de Cyberlova dans leur chat, à tel point que je vais en faire mon mot de fin. Elle a écrit, je cite, « Pourquoi ne plus streamer de ta vie? La réhabilitation doit faire partie du parcours d'une personne qui a commis des fautes, qu'elles soient graves ou non. » Ce à quoi je ne peux qu'adhérer. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1.c'est-tout. Merci de votre attention. Mille merci à ma camarade Mag pour m'avoir prêté sa voix et avoir donné davantage de relief à cette production.